mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, nous casser. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débrief. Après 2 semaines de Vuelta, on a quelques jours de l'arrivée. On va parler de ce 3e grand tour de la saison. Il y a quand même pas mal de choses à dire. On n'est pas sur le Giro, on n'est pas sur le Tour, on est quand même à quelques semaines de la fin de saison. Mais il s'est quand même passé pas mal de choses. Avec moi, François-Pierre Noël, mon acolyte de toujours. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Vuelta qui est mouvementé. Ça va être un peu le thème principal de ce podcast à une semaine de l'arrivée. Ouais, effectivement, ça s'est mouvementé. Alors après, il y a tellement de choses en fait d'extra sportifs, de sportifs. En fait, cette Vuelta, j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps pour plein de choses différentes. Alors nous, évidemment, on va se concentrer sur le sportif, mais voilà, néanmoins, voilà, on comprend ce qui se passe. Et puis, je trouve que si on peut dire un message là-dessus, je trouve que c'est quand même assez mal géré au niveau de l'UCI parce qu'au final, moi, j'ai l'impression que la décision doit venir d'eux parce que tout le monde reste sur ses positions et c'est un peu chiant, si on peut dire ce terme-là, je trouve, parce que là, en fait, ça gâche un peu la course. Voilà, c'est dit pour moi de mon côté. Oui, non, mais complètement. Alors, on va parler énormément du sportif, ça va être la grande majorité de ce podcast. On parlera, mais notamment de la bataille pour la victoire finale, pour le podium, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est très intéressant. On va parler aussi des Français, la victoire de David Gaudu, quand même, qu'on a eu dans la première semaine. Ça fait énormément plaisir. Alors, on n'avait pas pu faire de podcast après une semaine de course. C'était la rentrée, première semaine de septembre. C'était compliqué pour tout le monde. Donc, on a essayé d'accorder nos emplois du temps pour se faire ce podcast quand même. Dans ce lundi, on est ce lundi soir, au début de la 3e semaine, avec quand même... au niveau de l'extra sportif, on va commencer par ça. Tu viens de dire ce que tu pensais de la situation. Oui, c'est voilà, de ne pas parler de vélo principalement sur cette Vuelta, c'est chiant, il faut le dire. Maintenant, il y a un contexte où on en vient même à se dire, est-ce que l'arrivée à Madrid le dimanche va être supprimée? Est-ce qu'il y aurait 20 au lieu de 21 étapes? C'est vrai que les manifestations donc pro-Palestine et contre la guerre israélo-palestinienne, avec la présence surtout, et c'est en fait ça le problème principal de l'équipe Israël Première Tech, eh bien ces manifestations ont commencé surtout dès l'arrivée en Espagne au contre-la-montre par équipe, où on a vu l'équipe Israël Première Tech retardée, gênée ralentie, par les manifestants, gênée complètement, et puis ensuite on a vu les manifestants présents au bord des routes à toutes les étapes. On a vu même des chutes à cause de manifestations, une étape qui n'a pas pu aller à son terme comme il le fallait, c'était à Bilbao, au Pays Basque. Ça a été le plus fort c'était le plus fort des manifestations. On rappelle que l'Espagne est un État qui reconnaît l'État palestinien depuis mai 2024, donc c'est un État qui est, on va dire, un petit peu en avance, entre guillemets, si vous me permettez ce terme, sur la cause palestinienne, sur la défense de la cause palestinienne. Et moi, je dois t'avouer, FP, que je m'attendais à ce qui se passe sur la Vuelta. Je m'y attendais sur le Tour de France. Et je dis pas que je suis étonné que ça ne soit pas passé sur le Tour. Mais il y en a eu, mais à la marge, parce qu'en fait, il y avait une sécurité qui était tellement renforcée autour de l'équipe Israël Première Tech, et d'ailleurs qui ne s'appelle plus que Première Tech pour la fin de la Vuelta. Alors c'est une dénomination qui change seulement, ça ne change absolument rien à l'équipe en elle-même, qui a reçu le soutien de son patron Sylvan Adams, il me semble de son prénom, et de l'homme d'État du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui s'est aussi exprimé au soutien de l'équipe. Je fais pas mal de rappels factuels parce que c'est un dossier qui est très épais, donc il y a des rappels factuels à faire, mais en fait on en revient au problème premier. Le sport, c'est de la politique, quoi qu'il arrive, surtout quand le nom de l'équipe porte le nom d'un État. Il y a UAE, il y a Bahreïn, il y a Israël là, par exemple. Ouais, voilà, puis c'est le but quand même du propriétaire, c'est de faire la promotion du pays, un peu comme fait aussi UAE, puis dans d'autres aussi Bahreïn, on peut dire. Enfin, c'est pas les premiers à l'avoir fait, donc il y en a d'autres aussi avant eux, et puis il y en aura d'autres après eux, je pense. Visiblement, selon certaines rumeurs, on en parlera peut-être plus tard dans un autre podcast lié à Arkea, BNB Hotel. Mais ouais, c'est sur ce coup-là, en fait, moi, comme je disais, si on veut pas parler de politique ni rien, évidemment, le sport c'est politique, mais juste à dire que pour moi, l'UCI doit trancher, et le fait de rien faire, je trouve ça
en fait, ça pose un problème, en fait. C'est ça, qu'il n'y a pas de décision qui est prise, peu importe laquelle est prise. Enfin, je trouve qu'il y a une mauvaise décision, en fait, fin de compte aujourd'hui, parce que... Et ni l'UCI, ni l'organisation de la Vuelta... En fait, l'organisation, j'ai l'impression qu'ils veulent... L'organisation, ils nous ont fait... Ne prennent de décision. Ouais, mais l'organisation nous fait comprendre implicitement qu'ils veulent qu'Israël se retire, de ce qu'on comprend. Et en fait, même, je crois qu'ils l'ont dit carrément dans une interview, mais le problème, c'est qu'ils ils peuvent pas l'imposer. Et ça, je peux aussi l'en comprendre. En fait, si on se met à la place de l'organisateur, je peux comprendre. Après, le problème, c'est que ça doit venir de plus haut. Est-ce que ça doit venir du monde politique ? En Espagne, le sujet est clair et je pense que politiquement, il pourrait dire aussi, faire un appui pour retirer l'équipe. Après, au niveau de l'UCI, rien n'est fait pour l'instant. En tout cas, c'est mis un peu en stand-by. Le problème, c'est que si tu fais ça ici, tu le fais ça aussi ailleurs. Et c'est aussi un autre problème. Donc, voilà, je sais pas comment ils vont s'arranger dans cette situation. De jurisprudence. Ouais, exactement, c'est ça. Et voilà, donc c'est le problème là-dessus. On va voir ce qui va se passer. Mais effectivement, le souci, moi, ce qui me pose plus problème, on va dire, par rapport aux manifestants qui manifestent et tout, c'est normal. Enfin, c'est normal. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent au bord de la route. Si tu veux faire passer un message au bord de la route, pas de souci. Je crois que c'est Javier Romo qui tombe suite à ça et qui abandonne la Vuelta. Enfin, alors au-delà de ça, même pour le manifestant, mais même pour les coureurs. Là, pour le coup, c'est un peu débile, je trouve, parce que ça se met en danger sa propre vie. Ça met en danger la propre vie d'un coureur, parce que malgré tout, on se dit que là, ça va, il a juste abandonné, mais malgré tout, ça peut être plus grave sur d'autres moments. À partir de ce moment-là, je trouve que c'est vraiment pas très malin. Que tu fasses passer un message, pas de souci, écrire sur la route, banderole, drapeau, voilà, on comprend le message, pas besoin d'aller renverser un coureur pour, faire passer son message. Et je trouve qu'il y a des moments où, en fait, ça sent pas trop le truc, quoi. Javier Romo, là, au moment où il tombe, je veux dire, le mec se lance en plein peloton. Enfin, je veux dire, il y a des moments, il faut être logique. Enfin, je sais pas, arrête la course avant. Il sort d'un bosquet. Il sort d'un bosquet, il sort d'une forêt. Ouais, et en fait, c'est un membre de la Guardia Civile qui traverse la route pour aller interrompre, en tout cas interpeller ce manifestant qui en plus se loupe parce qu'il tombe. Voilà. En fait, il y avait un ravin et c'est surtout, en fait, c'est plus la présence du membre de la Guardia Civile, mais qui est à cause, cette présence du membre de la Guardia Civile, il est à cause de la présence du manifestant, et c'est Javier Romo qui touche la route de devant et qui chute parce que justement ça freinait. Il y avait le membre de la Guardia Civile qui traversait la route. Mais on en revient en fait maintenant à est-ce que n'importe quel endroit de la route, des présences d'une traversée de forêt par exemple, deviendrait une zone potentielle de manifestation. Et c'était aussi en début de Vuelta Simone Petit, l'italien, si je ne me trompe pas, d'Intermarché à Wanty, qui avait été mis à terre, en tout cas qui avait chuté à cause justement d'une manifestation en bordure de route. Donc oui, je comprends tout à fait en fait le fait que le fait de la mise en danger réelle des coureurs est une absurdité complète. Maintenant, c'est aussi pour ça qu'ils avaient annulé l'arrivée à Bilbao, qu'ils avaient choisi de figer les temps à 3 km de l'arrivée. Et le problème, c'est que en fait, la manifestation et la cause de la manifestation dépasse tellement ce qu'est la Vuelta et ce qu'est le sport. Oui, mais et dépasse tellement tout ça que en fait moi, enfin, on va pas résoudre le conflit israélo-palestinien ce soir dans le podcast, loin de là, ni ce qui se passe en ce moment. Moi, les manifestations, je les comprends totalement. Je comprends qu'elles aient lieu. Et c'est pour ça que je rappelais que l'Espagne a reconnu l'État palestinien, et c'est pourquoi aussi on n'a plus cela en Espagne, par exemple, qu'ailleurs, au niveau de ces manifestations. Maintenant, voilà, il y a une limite pour moi qui a ne pas dépasser, mais je pense que les manifestants, dans leur tête, ils se disent, en fait, une chute d'un coureur, ce n'est rien par rapport à ce qui se passe là-bas, où il y a le conflit. Et encore une fois, je ne donne pas mon avis sur ça, j'essaie de comprendre un peu leur état d'esprit, où en fait ils sont prêts à tout et malheureusement à mettre en danger les coureurs. Eux-mêmes aussi, parce les coureurs sont réellement en danger. Ils sont réellement en danger sur un vélo. Mais les manifestants aussi, parce que là le Guardia Civil il intervient, mais je veux dire, le mec fonce sur le coureur qui arrive lancé à 30 si à peloton lancé. Je veux dire, t'es pas bien. Enfin, et puis moi, autant tu vois ce qui s'est passé à Montfort-de-Lemos, là, la dernière arrivée, la victoire de Pedersen. Bah tu vois, là, on a compris le message et à l'arrivée c'était rempli de drapeaux palestiniens. Bah voilà, enfin tu vois, là pour moi le message est plus passé que quand tu renverses un type à 180 km de l'arrivée, tu vois. Je trouve ça. Moi, c'est là où je comprends pas trop le message. Pour moi, 180, pardon, j'ai dit 180, pardon. Ça c'est le côté suisse. Mais ouais, voilà. Donc après, voilà. En tout cas,
au-delà de ça, c'est qu'on comprend le message et évidemment, on peut pas rester insensible à ça. Et la Vuelta, en fait, elle est frappée de plein fouet de ça. Et je trouve que le fait de pas avoir pris de décision, ça a été la pire des choses de la part de l'UCI, qu'il faut qu'il se positionne dans les prochains jours, prochaines semaines pour les prochaines courses, parce que malheureusement, ce conflit, il est parti. La solution. Ouais, mais voilà, mais le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de décision prise. Et le problème, c'est qu'il y a des courses qui arrivent aussi derrière, encore, plus tard. Et là, voilà, alors, au Rwanda, je suis pas trop inquiet, malheureusement, mais. Ça sera pas équipe nationale. Ouais, déjà. Mais je veux dire, voilà, après les championnats d'Europe, par exemple, qui sont en France, si je me trompe pas. Donc, chez nous, voilà, il va falloir surveiller ça aussi. Après, la solution, on la connaît, malheureusement. La solution idéale aurait été le retrait de l'équipe Israël Premier Tech de la Vuelta très rapidement. Maintenant, on est à 6 jours de l'arrivée. C'est trop tard. Enfin voilà, c'est trop tard. Ils iront au bout, quoi qu'il arrive. Ah bah ça a été décidé. On ne sait pas si la dernière étape comment. Ça a été décidé. De toute façon, l'UCI a dit qu'ils ne vont pas les exclure. Donc de toute façon. Ça réglé. Oui, non, mais voilà. Et par contre, on en vient même, et je l'ai dit en introduction, on en vient même à se poser la question de la tenue de la dernière étape à Madrid, où on va peut-être donner le coup de sifflet final de la Vuelta lors de l'avant-dernière étape au Bola del Mundo. Donc, c'est ça. Voilà, la dernière étape, Madrid, c'est un sprint, c'est un défilé 108 bornes. Voilà, c'est pas. Il y a eu un contre-la-montre, il semble, l'année dernière pour la dernière étape. Ça sera pas le cas cette année, ou il y a 2 ans, je sais plus. En tout cas. Voilà, on va peut-être s'éviter le défilé et puis en plein Madrid pour une question de sécurité aussi pour les autorités. En plus, c'est un circuit, donc voilà, ça fait quand même pas mal à surveiller. On va suivre cette question qui est épineuse pour l'organisation de la Vuelta, qui va poser question pour les autres courses, parce que vu ce qui se passe en Espagne actuellement, ça pourrait peut-être gagner en ampleur pour les prochaines semaines et même pour la saison prochaine, parce que voilà, cette équipe Israël Premier Tech, elle est là dans le peloton pour plusieurs années. Ah oui. On rappellera aussi qu'il y a eu une équipe il y a quelques années qui s'appelait Gazprom, qui en 2020 a dû se retirer des pelotons en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'était un sponsor russe, Gazprom. Mais ça a fait moins de bruit parce que c'était une équipe moins connue qui était en Continental, je crois, si je me trompe pas. C'était une équipe Continentale, exactement. Il me semble qu'il avait créé la surprise, alors que je crois que c'était Matthias Vacek qui s'était révélé justement sur une des étapes du tour de l'UAE Tour. Matthias Vacek qui avait remporté une étape, et c'était juste avant le Covid. Et la disparition de l'équipe Gazprom était passée un peu sous les radars aussi parce qu'il y avait la période du Covid. Elle n'était pas repartie après le Covid. En tout cas, il y a une jurisprudence avec Gazprom qui ne s'applique pas pour l'instant sur Israël Premier Tech. On va clore le chapitre FP, je pense qu'on en a fait pas mal. Oui, effectivement, de toute façon là c'est tout. Après maintenant une décision a été prise, donc maintenant on est amateur de vélo et donc parlons du sport. Et le sport avec la victoire finale sur cette Vuelta pour l'instant, mais après 15 étapes, le maillot rouge est sur les épaules, comme prévu, j'ai envie de dire, de Jonas Vingegaard. Mais il ne compte que 48 secondes d'avance sur Joao Almeida, 2,38 sur Pidcock, 3,10 et 3,30 sur Hindley et Félix Gall pour le top 5. Pellizzari, Riccitello, Israël Premier Tech, Sepp Kuss, Junior Le Cerf et Thorsten Train qui complète le top 10 avec Jorgenson, 11e, premier français Armirail, 15e à un peu plus d'un quart d'heure. Juste pour dire, il y aura 2 podcasts distincts. Là on fait le podcast Vuelta, juste dans quelques heures le podcast Paul Sexas, allez, Tour de l'avenir, débrief du Tour de l'avenir, et surtout on va se poser pour parler de Paul Sexas en attendant que Paul Sexas vienne battre Joao Almeida pour le Tour de France 2030. Est-ce que Joao Almeida est réellement en capacité, avec 48 secondes de retard à quelques jours de l'arrivée, il est en capacité, le Portugais, de venir battre Jonas Vingegaard? Bonne question. Alors Vingegaard, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il gère en fait cette Vuelta. Donc en fait, j'ai pas envie de te dire il a une chance. Oui, il a une chance évidemment, mais par rapport à la fin de cette Vuelta, à part le chrono sur 27 km où Almeida peut, on va dire, récupérer du temps, je vois pas sur quelle étape il peut battre Vingegaard. Voilà, on a une dernière semaine assez impressionnante à la Vuelta, comme très souvent, avec beaucoup d'étapes qui arrivent en altitude ou voilà, très difficiles. Mais il y a ce chrono à Valladolid, je crois que c'est jeudi, non, c'est jeudi, si je me trompe pas. Oui, en effet. Ouais, c'est ça. Donc 27 km, il y a que là où tu peux récupérer du temps. Il a 48 secondes de retard, ça veut dire qu'il faut pas en perdre d'ici là et essayer d'en récupérer. Sur 27 km, tu peux dire que, allez, Vingegaard, dans un mauvais jour, tu peux récupérer 40 secondes, voire 1 minute si t'es vraiment dans un très grand jour. Bref, pour moi, c'est quand même assez difficile d'imaginer Almeida vainqueur de la Vuelta, parce que Vingegaard me donne cette impression de gérer, il a une très belle équipe autour de lui,
Et Almeida, à part sur la dernière sur l'étape de l'Angliru, pardon, le reste, il m'a pas fait l'impression d'être au-dessus en montagne. Alors, pour redonner un peu le contexte, moi, Joao Almeida me donne l'impression de monter en puissance sur cette Vuelta. On va prendre l'exemple de l'arrivée de la 9e étape à l'Estación de Esqui de Valdez-Caray. Voilà, Valdez-Caray. Bon, désolé pour mon accent qui est impeccable en espagnol, où Almeida prend 24 secondes par Jonas Vingegaard qui remporte la 9e étape. Joao Almeida avait terminé dans la même seconde que Tom Pidcock, deuxième. Ensuite, on va revenir vers aujourd'hui avec l'arrivée à l'Angliru où Joao Almeida s'est imposé. On se disait c'était quand même plus propice à Jonas Vingegaard qui termine deuxième dans la roue de Joao Almeida. Pourquoi ? Parce que c'était des forts pourcentages. Et on se dit que normalement Joao Almeida est moins bon sur les très forts pourcentages. On l'a vu à l'Angliru, il était au niveau avec Vingegaard, qui ensuite, Jonas Vingegaard, a mis un point d'honneur à la 14e étape. Donc c'était, il me semble, samedi, et c'est bien cela, à la Farapona, a passé juste devant Joao Almeida sur la ligne d'arrivée, pour la deuxième place avec la victoire de Marc Soler. Il termine à 39 secondes, Vingegaard et Almeida, mais il met un point d'honneur à passer devant Almeida. Alors, à la fois pour terminer devant le Portugais, mais aussi pour prendre les bonifications, juste devant le coureur de l'UAE. Pour le coup, FP, quand je dis que Joao Almeida monte en puissance, on se dit qu'avec cette 3e semaine, avec 2 grosses arrivées au sommet, une autre arrivée plus en côte qu'au sommet dès ce mardi, et le contre-la-montre, Joao Almeida, même si Vingegaard est en gestion, Vingegaard a fait le Tour de France quand même. Oui, il a fait le Tour de France, mais moi j'ai l'impression qu'il a quand même bien géré son année pour être quand même en forme. Alors évidemment, il sera pas dans la forme optimale comme sur le Tour de France, mais j'ai l'impression qu'il gère assez bien. Et puis, encore une fois, je te dis, j'ai l'impression que Vingegaard, il en a encore sous le pied, et j'ai l'impression que les étapes qui arrivent lui correspondent assez bien, plus qu'un Almeida. Donc franchement, moi, l'impression que me donne Almeida, certes, c'est une impression où il a l'air très très fort, franchement, et puis mais il est largement, pour la deuxième place, pour moi, c'est acquis pour lui, mais malgré tout, je le vois pas encore passer devant Vingegaard. En fait, j'arrive pas à voir où est-ce qu'il récupère du temps et où en montagne, en fait. Tu vois, c'est ça vraiment le truc. Après, il peut nous surprendre, évidemment, mais j'y crois pas pour l'instant. Mis à part le contre-la-montre, en fait, c'est un peu là où tu attends le plus Almeida par rapport à Vingegaard. Après, je vais pas plus vendre un faux suspense que ça. En tout cas, il y a suspense, parce que si après 2 semaines de course, on a quand même aussi peu d'écart, ce n'est pas pour rien. On rappelle 48 secondes. J'avais quand même dit, moi, avant la Vuelta, mis à part crevaison, chute ou problème extra vélo, bon, on espère que ce sera pas un problème de manifestation entre guillemets. Je vois pas dans quel monde Vingegaard peut perdre cette Vuelta. Pour l'instant, on est là. Et Joao Almeida, il tient son rang en étant deuxième derrière Vingegaard. Il tient complètement son rang parce que je prends toujours comme base en fait le Tour de France 2024, l'année dernière, où on avait Pogačar, Vingegaard et Evenepoel, avec derrière Almeida en numéro 4, on avait tous les grands leaders du peloton qui étaient sur ce Tour de France, et Joao Almeida avait terminé 4e. Joao Almeida, il n'y a ni Pogačar, il n'y a ni Evenepoel, et il est là derrière Vingegaard, et il est là devant les autres, avec un certain écart où maintenant le podium de Joao Almeida, mis à part énorme craquage, il est quand même assuré. Oui, c'est vrai. Puis moi, je trouve que les enjeux sont presque plus un peu derrière ce duo que devant, en fait, parce que pour moi, il y aura du marquage, parce qu'Almeida, il n'a pas le profil non plus d'hyper attaquant. Alors évidemment, il peut le faire de temps en temps, mais c'est plus un coureur qui suit et qui a un dur au mal, en fait, et qui est difficile à suivre. Faut se souvenir, par exemple, quand Lenny Martinez gagne, notamment au Tour de Romandie à Tion 2000, Almeida, en fait, il attaque jamais. Il roule, puis il attend que l'autre craque. Et en fait, quand il craque pas, au final, il se fait souvent avoir. Et c'est pour ça que je te dis que Almeida, il n'a pas ce profil de passer devant Vingegaard et lui récupérer beaucoup de temps, hormis sur un chrono. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi l'enjeu maintenant, c'est de savoir qui les accompagne sur le podium, plus que qui va remporter la Vuelta, parce que comme tu dis, sauf accident, Vingegaard pour moi a remporté cette Vuelta. Alors on en parlera juste après. Je te pose la question, est-ce que Almeida pourra compter sur Juan Ayuso? Parce que c'est quand même aussi un feuilleton de cette Vuelta. Juan Ayuso, pour le coup, avec la team le divorce, il est consommé. Faut que tu rappelles, c'est qu'il annonce que Ayuso en fait quitte l'équipe pour Lidl Trek, c'est ça, il me semble, à la saison prochaine, et qu'il rompt son contrat. Qu'il quitte l'équipe, ça c'est sûr. Ouais. En tout cas, avec une rupture de contrat en fin de saison, la destination n'est pas encore officiellement connue. Mais on parle de Lidl Trek. Mais pour le coup, on parle de Lidl Trek. Il y avait un communiqué qui est sorti
qui est sorti quand? Il y a une semaine. Il y a une semaine, c'était après une semaine de Vuelta, ouais, tout à fait, c'est ça. La première journée de repos où apparemment il se dit, selon ce qui était rapporté par la presse espagnole, que Juan Ayuso a été mécontent de la sortie du communiqué. On lui a dit t'inquiète pas, c'est une deuxième version, la première elle était pire. Et apparemment il aurait reçu aussi le soutien de ses équipiers. Juan Ayuso qui a remporté une étape même 2 étapes sur cette Vuelta avec une équipe UAE qui a remporté des étapes donc par Juan Ayuso, par Jay Vine, par Marc Soler et par Joao Almeida. Donc ils font carton plein sur cette Vuelta même sans Pogacar. Bon voilà, Juan Ayuso ça va être aussi un petit peu le feuilleton. On avait, tu te souviens, Freelanda à l'époque où il était chez, je crois que c'était chez Sky avant qu'il parte de la Sky. Ou Ineos, et là maintenant ça va être Free Ayuso. Bon, il reste quelques semaines, mais là aussi ils savent se mettre le feu, l'équipe UAE quand bon, au-delà de ça, Ayuso et UAE, c'est un mariage qui a jamais vraiment fonctionné. J'ai l'impression que depuis qu'il est arrivé, puis depuis qu'il est arrivé très jeune, on rappelle, c'était un peu le premier exemple des jeunes pépites, hormis Pogacar, mais je veux dire des jeunes pépites après les Pogacar et l'avènement de tous ces coureurs comme Evenepoel. Il est arrivé derrière en étant normalement la personne, le coureur espagnol qui devait redonner les lettres de noblesse au cyclisme espagnol. Alors il l'a un petit peu fait, il faut l'avouer, mais par rapport à ce qu'on attendait et à son contrat qui était énorme parce qu'il était jusqu'en 2028 je crois chez UAE, on sentait que le mariage allait pas, il y a eu beaucoup d'embrouilles, c'était compliqué l'année dernière sur le Tour de France aussi quand il devait rouler pour Pogacar, enfin bref. Dans le Galibier, l'engueulade avec Almeida, on s'en souvient tous. Exactement. Donc et sur d'autres courses où il devait y avoir des tactiques pour Ayuso avec l'équipe qui ne le suit pas, et en fait quand Pogacar n'était pas là, c'était la foire au n'importe quoi avec Juan Ayuso dans l'équipe. D'ailleurs c'était plus le bordel, si tu me permets, quand il y avait Juan Ayuso que quand il y avait Almeida. Oui, c'est vrai, parce qu'Almeida c'est un bon équipier quand il veut. En fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de coureurs en fait chez UAE. C'est peut-être le défaut de ces équipes en fait qui sont des super structures. C'est l'entassement des pépites. Tu parlais des premières pépites, mais c'est le premier exemple de l'entassement des pépites chez UAE notamment. Oui, mais c'est surtout le problème où tu te dis qu'il y a des pépites qui veulent plus. Par exemple, quand tu vois Ayuso, je pense que lui, dans son idée, c'était aussi que dans quelques années, il avait le leadership. Or, il y a Almeida qui était là, il y a Pogacar intouchable pour lui évidemment, ce qui le freinait selon lui, je pense, dans sa progression et qui voulait peut-être avoir plus de responsabilités. Et du coup, il décide de partir. Pour moi, là où il a raison, c'est que chez UAE, il était forcément bloqué. Il pouvait pas faire plus que ce qu'il faisait actuellement. Donc, dans tous les cas, c'était un problème. Après, quand on lui a donné sa chance, il n'a pas confirmé. Faut aussi le dire. Oui, d'accord. Depuis 3 ans, quand tu lui as donné sa chance, il n'a pas gagné. Évidemment. Après, l'histoire de confiance, c'est toujours pareil. Il y a toujours des façons de prendre certains coureurs. Certains veulent être câlinés, d'autres veulent être, tu vois, mis devant le fait accompli. D'autres, je sais pas, tu dois les, entre guillemets, on va dire, leur dire, les mettre au pied du mur. Tu vois, c'est totalement différent et je pense que le fait qu'Ayuso soit arrivé sur le Giro cette année avec la pancarte leader et puis que c'est Del Toro qui performe, ça lui a mis un coup aussi, j'imagine. Donc c'est toutes ces choses-là, je pense, qui font que Ayuso, à un moment, le divorce était inéluctable et je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le cyclisme mondial aussi parce que si Ayuso arrive à un très bon niveau chez Lidl Trek, ça fait un nouveau leader dans une autre équipe, même si Lidl Trek commence à être aussi une superstructure dans un autre registre. Voilà, on va dire que ça permet à d'autres coureurs de se mettre dans d'autres équipes et ça nous permet d'avoir des courses plus intenses, on va dire, à l'avenir. Et puis on voit l'utilisation de Del Toro, dernière digression, c'est très intéressant de voir Del Toro utilisé sur les semi-classiques de fin de saison, ce qui permet à Pogacar de ne pas forcément être présent tout de suite, mais de permettre quand même à eux de gagner et de briller sur ces courses-là, parce qu'ils veulent tout gagner, partout, tout le temps, et Del Toro continue de gagner des semi-classiques italiennes, on le verra d'ici le Tour de Lombardie. La passation entre Del Toro et Ayuso, on l'a vu sur le Giro, et peut-être une histoire de confiance aussi sur le Giro dans l'équipe M, où Juan Ayuso a bien dû se dire, c'est bon, c'est la fin des haricots, je sais que j'ai plus rien à faire dans cette équipe-là, et on verra pour la fin de saison avec la Vuelta. Bon voilà, après Juan Ayuso, peut-être que maintenant que le divorce est 100% consommé, il va peut-être se mettre à la planche pour Joao Almeida. On a vu beaucoup les UAE se porter à l'offensive et se mettre dans les échappées d'ici le début de la Vuelta, peut-être pour la dernière semaine. Jay Vine, peut-être que la consigne pour la fin de la Vuelta avec un Joao Almeida qui est dans le sillage de Vingegaard au classement général, ça va être de dire, bon, les échappés, ça y est, on a gagné, on a eu 5 victoires, maintenant on va se mettre au service de Joao, le but c'est d'aller faire tomber Jonas Vingegaard.
vous avez tous gagné, maintenant on se met au service de notre leader. Ça peut être ça aussi le discours, et Juan Ayuso, comme le divorce est consommé comme je l'ai dit, maintenant c'est bon, tu sais quoi, maintenant que c'est fait, j'ai mes 2 victoires, je sais que je me casse, maintenant je vais rouler pour Joao aussi. Ouais, ça paraît probable, et puis évidemment à 48 secondes il faut jouer le coup à fond, ils ont raison. Complètement, et il y en a qui sont pas 48 secondes, c'est ceux qui jouent le podium. Bon, on en a parlé avec Tom Pidcock, qui est très surprenamment... grosse surprise plutôt, je vais le dire en français. Non, je l'ai dit en français, non, peut-être pas. C'est une grosse surprise de voir Tom Pidcock à la 3ème place du classement général. Pour moi, c'est vraiment la très très bonne surprise de cette Vuelta. Il venait en tant que leader sur le Giro, il s'est complètement raté. Il vient en tant que leader sur cette Vuelta et il est 3ème après 2 semaines avec une trentaine de secondes d'avance sur Jay Hindley et un peu moins d'1 minute sur Félix Gall qui sont 4 et 5. On a un peu plus d'1 minute Giulio Pellizzari qui est 6ème mais qui est équipier aussi de Jay Hindley, le maillot blanc de cette Vuelta. Est-ce qu'on peut aller réduire à Pidcock, Hindley et Félix Gall la lutte pour le podium pour cette fin de Vuelta? Ouais, après j'enlèverais quand même peut-être pas Recitello non plus, qui est pas très loin derrière, donc... Et Pellizzari et Recitello peut-être? Ouais, peut-être quand même. Après, le truc c'est que c'est difficile de dire qui va accompagner sur le podium, parce que Pidcock, il est surprenant certes, mais en plus, je veux dire, alors le plus dur arrive pour lui en fait. C'est vraiment la 3e semaine qui est très difficile sur un grand tour. Voilà, on sait que Pidcock a toujours fait des très bons résultats partout où il est passé, mais sur les grands tours, mais pas sur les classements généraux sur 3 semaines. C'est la première fois qu'on le voit à ce niveau-là. Il n'avait pas fait un Tour de France ou un Tour d'Espagne, j'ai un doute. Il fait pas 14e ou 15e. Il a remporté sur le Giro, non? Non, mais c'est quoi sur le Giro? Alors je vais y regarder, mais le Tour de France, notamment là on l'avait vu, c'était quand il avait remporté une victoire d'étape. C'était à l'Alpe d'Huez, et l'Alpe d'Huez. Ah oui, je te confirme, c'est le Giro. L'année dernière. C'est le Giro, pardon. Moi je c'est le Giro. Excuse-moi, c'est le Giro de cette année. Je crois qu'il visait aussi le général. Il fait 16e, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est ça, 16e. Et l'Alpe d'Huez, c'était déjà il y a 3 ans. Ouais, je voilà. reviens, tu vois, ça me paraît rapide. Mais donc c'est pour ça, on va voir la 3e semaine. Après, encore une fois, Pidcock, je le mettrai pas dans mes favoris. Moi, je ferais plus vu les profils, il y a le chrono, donc pas Félix Gall, mais un Jay Hindley, ouais, me paraît être dans le bon, ou même Pellizzari, alors Pidcock également, mais et Jay Hindley me paraît quand même le mieux armé dans ce qu'on connaît de lui. C'est le leader de la Red Bull Bora, ça avait été annoncé dès le début de la Vuelta. Pellizzari avait dit, t'inquiète pas, moi je suis là pour rouler pour Hindley. On rappelle que Jay Hindley, c'est aussi vainqueur de Giro, leader en puissance, vainqueur de Giro, c'est ce que j'allais dire. Et puis il est là aussi pour confirmer son statut de vainqueur de Grand Tour dans cette équipe Red Bull Bora, où il y a aussi, je vais pas dire un entassement des talents, mais on a Florian Lipovic, on rappelle, qui vient quand même de briller sur le Tour de France. On a Remco Evenepoel qui va arriver, donc il faut aussi que l'Australien s'affirme. Oui, alors là je pense que c'est peut-être la dernière fois il peut s'affirmer, parce que vu ce qui arrive derrière, je pense que ça va être compliqué pour lui d'avoir de la place. Mais oui, évidemment, je pense que Jay Hindley, il trois grands tours dans la saison, il aura forcément une chance. C'est pas dit, enfin, faudra voir, on pourra en parler à un moment, mais Pellizzari, lui aussi, pourra prendre ce statut à un moment donné, donc va falloir faire attention à ça. Il y a Evenepoel, il y a Lipovic, il y a Roglic malgré tout encore, donc ça fait quand même du monde. Il y a toujours Primož Roglic, que j'ai oublié. Ouais, donc ça fait du monde. Je suis pas optimiste comme toi, mais bon, bref, en tout cas pour ce qui est ici, en tout cas, faut qu'il joue sa chance. Voilà, c'est ça, c'est qu'il a intérêt à jouer sa chance à fond, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'il peut faire podium, en tout cas où l'équipe Red Bull sera dédiée à Jay Hindley. Donc voilà, pour moi, il est le mieux armé par rapport à l'expérience qu'il a, mais Tom Pidcock est surprenant depuis le début de cette Vuelta, donc attention. Félix Gall, alors tout le monde va dire que je lui en veux peut-être, mais c'est vrai que quand non mais Félix Gall, il a quand même Vas-y, allez, confie-toi. Alors très honnêtement, c'est marrant parce que je parlais de ça avec un ami qui est fan d'AG2R et qui me disait Félix Gall. Je dis oui, mais Félix Gall, tu vois, paradoxalement par rapport à d'autres coureurs, c'est quand même le coureur que tu vois jamais, qui est top 5, tu sais pas trop pourquoi, il est toujours placé, mais il te fait pas vibrer, tu vois ce que je veux dire, il a jamais cette attaque, tenter quelque chose. Enfin, je trouve c'est un peu il fait 5e du Tour de France comme ça cette année. Ouais, mais c'est ça, après le yaourt nature c'est bon, mais si tu rajoutes pas un peu de sucre, bon c'est vite dégueulasse. Mais c'est vrai. Donc c'est pour ça. C'est vrai. Ah, j'adore la comparaison. Donc c'est vrai. Et bon, yaourt nature autrichien, c'était très bon, mais là, écoute, non, c'est juste que je disais par rapport aux sensations que tu as. Voilà, Félix Gall qui est top 5, c'est super. Et puis évidemment, en termes de résultats, il a sa place. Mais le problème de Félix Gall pour cette dernière semaine, c'est le chrono de 27 bornes. Parce que là, sur Félix Gall, sur 27 km, il peut perdre beaucoup de temps. Et sur un Pidcock, Hindley, voire Pellizzari, peut-être Recitello, il peut perdre, facilement 1 minute 30, et je suis peut-être gentil là. Je viens de me mettre sur la page du chrono du Tour de France à Caen, justement, où Félix Gall, en tant que leader de la décathlon AG2R, était
Au départ, 39e du contre-la-montre à 3 minutes 04 de Remco Evenepoel. Allez, pour prendre un comparatif avec Joao Almeida, qui était là, Joao Almeida. C'est vrai que j'ai dit que Vingegaard a fait le Tour de France, mais Joao Almeida aussi a fait le Tour de France, qu'il a abandonné surtout, mais il était là au contre-la-montre. Joao Almeida, qu'on rappelle, a abandonné le Tour de France après même pas une semaine sur chute. Le comparatif, donc, entre Gall et Almeida, tac, 1,14 de retard pour Almeida sur Evenepoel, et donc j'avais dit 3,04 pour Gall sur Evenepoel, donc ça fait environ 2 minutes, ça fait 1,50 allez, entre les deux, donc voilà à peu près ce que peut perdre Félix Gall sur le Portugais, qui sera pas très loin de la victoire sur cette étape contre la montre. On aura aussi Bruno Armirail qui sera là pour la victoire. Bruno Armirail officialisé, ça y est, chez Visma Leasebike, FP. Oui, bah après Visma, il fallait bien qu'ils prennent un Français parce qu'on leur a piqué tous leurs meilleurs coureurs, donc chez H2R. Donc c'est vrai que Olaf Koy qui a été officialisé également chez H2R. Il y a eu Tige Bonot il y a quelques jours, semaines même presque. Oui. Et d'ailleurs il y a un lot, alors il y a un lot avec Olaf Koy, je les ai sous les yeux, Kesbol, Rob Gies pour le train de sprinter, Dan Houle qui a remporté le contre-la-montre du Giro cette année, le champion des Pays-Bas du contre-la-montre, et puis un autre sprinter de très bon niveau, un jeune, en tout cas de l'âge de Olaf Koy, Tobias Lund Andresen, qui nous arrive de la Picnic Postadel, le danois, donc ça fait 2 gros sprinters, et surtout Olaf Koy, un des meilleurs sprinters au monde, qui arrive chez Decathlon et G2R. Effectivement, sans compter que l'équipe annonce que Mühlberger, le grimpeur de la autrichien de la Movistar, irait aussi à H2R, enfin Decathlon plutôt, c'est CMA CGM là, enfin l'année prochaine. Et puis Decathlon CMA CGM, en effet, c'est plus G2R. C'est ça. Et puis il y a aussi Riccitello qui signera aussi apparemment, c'est quasiment officiel aussi chez eux. Donc voilà, c'est vrai que c'est énormément de changements pour eux, et c'est vrai que l'année prochaine ce sera assez excitant, on aura le temps d'en reparler, mais en tout cas tout ça pour dire que je parlais de Félix Gall, voilà, je pense que il a toujours une grande régularité par contre. Ça, ce qui est indéniable, c'est que ce soit sur le Tour de France ou la Vuelta, il est toujours top 5 ou au pire 6e dans les arrivées au sommet. Mais il est toujours là. Ça, tu as raison. Tu vois, écoute, ça c'est vrai que c'est quelque chose où il a progressé, parce que on se rappelle de sa très belle année 2023 où il avait fini 8e du Tour, je crois, avec notamment une victoire d'étape à Courchevel, où il avait été très très fort. Mais l'année dernière, rappelle-toi, il avait fait une année catastrophique. Il fait, je crois, top 15 du Tour et top 30 de la Vuelta. Enfin, il fait pas ce qu'on espérait de lui. Il a été décevant. Il fait 29e de la Vuelta et 14e du Tour de France. Voilà, c'est ça. Et il était assez décevant sur la saison. Donc effectivement, cette année, à l'inverse de 2024, il a gagné beaucoup en régularité. Parce que si on prend ses résultats, là je suis dessus d'ailleurs, Tour de Suisse, il fait 4e, il fait à Paris-Nice, il fait pas un Paris-Nice terrible, 18e, mais par contre, entre la Tour de France et la Vuelta, top 5, s'il fait top 5 à chaque fois sur le Tour et la Vuelta, on pourra dire effectivement, comme tu dis, qu'il a gagné en régularité. Ouais, mais Paris-Nice, on se souvient, il y a cette bordure, je crois qu'il se prend à Berlétan, parce que je vois, on est sur la même page, 132e, et justement, à la 132e place, il est dans le peloton qui termine à 9 minutes, où Lenny Martinez avait été pris aussi sur sur cette étape-là. Non mais voilà, c'est-à-dire que sinon, Félix Gall, l'arrivée à Nice, c'est 3e, à Oron, sous la neige, c'est 6e, donc c'est un coureur qui était là pour jouer le top 5 du général, il l'avait dans les jambes, il a été pris dans la bordure. Voilà, tu viens de le rappeler, tous ces résultats font que Félix Gall est aujourd'hui un réel candidat pour le podium. Il y aura ce contre-la-montre. FP, ton favori pour être derrière Vingegaard et Almeida, alors peu importe l'ordre des deux, mais on se dit plus Vingegaard premier, Almeida deuxième, troisième à la fin. Ah, j'ai mis Hindley, moi. La Volta. Ouais, ben je mettrais Jay Hindley aussi. Alors tu sais quoi, pour pas mettre comme toi, je mettrais pas Jay Hindley. Non, mais je mettrais Tom Pidcock. Alors je sais pas sur 3 semaines ce que ça, à la fin de la 3e semaine, ce que ça peut donner. Peut-être que au Bola del Mundo, la veille de l'arrivée, ou ce qui sera peut-être le jour de l'arrivée du Tour d'Espagne, peut-être que ce sera de trop pour lui sur cette haute montagne. Mais je suis tellement content de le voir là, en fait, Tom Pidcock, que j'ai envie de le voir 3e, puis ce serait une équipe invitée sur le podium de la Vuelta. Tu parlais de Riccitello, pourquoi pas sur le podium. Déjà qu'il y a des problèmes avec l'équipe Israel Parmiatek sur la Vuelta. Si on a un maillot Israel Parmiatek sur le podium de la Vuelta, ça va foutre le feu à l'arrivée finale. J'essaie de faire un mini trait d'humour sur la présence et sur Riccitello, mais qui montre aussi de très bonnes prédispositions, Riccitello en tout cas, qui montre une très bonne progression, et ça en vue de la suite de sa carrière, ça peut être très intéressant pour l'équipe
qui va le récupérer derrière. Derrière, on a Sepkus qui revient un petit peu quand même, 8ème au classement. Là aussi, je pense que la bataille pour le podium, FP, on en a fait. Oui. On en a fait ce qu'il faut. Les tops, les flops, en tout cas nos surprises et nos déceptions de cette Vuelta avant de terminer par les Français. Je parlais de Sepkus, il revit, ça fait du bien de le voir là parce que franchement, ça n'a pas toujours été trop rose pour lui, notamment l'année dernière on l'attendait un peu à la confirmation de cette victoire sur la Vuelta 2023, ça a été compliqué. C'est un dur au mal, il fait 17ème du Tour de France, il s'est tapé les 3 semaines de Tour de France avec Vingegaard et il est là, il fait 4ème à l'Angliru, donc très intéressant de le voir un petit peu. Allez, on prend le classement général pour de toute façon voir les tops et les flops. Junior Le Cerf, c'est un bon jeune belge qui est 9ème, alors qui est rentré dans le top 10 grâce à une échappée. Le dimanche avec la victoire de Mats Pedersen. Dans les déceptions, peut-être Egan Bernal, de le voir moi, au classement assez loin. Je suis assez content parce qu'après, évidemment, Egan Bernal, c'est toujours pareil. On a l'impression que c'est un coureur qui a toujours son talent, qui a toujours son don, mais malheureusement, le physique a du mal à suivre aussi. Et puis par rapport à l'accident qu'il a eu, c'est normal. Il fait 7ème de la Vuelta. Le truc, c'est qu'il fait 7ème de la Vuelta, donc le voir hors du top 10 et encore remonter au classement grâce à une échappée où il prend 13 minutes le dimanche de la fin de deuxième semaine, ça reste quand même une déception. Tu disais il faisait 7ème de la Volta, tu veux dire 7ème du Giro, si jamais. C'est ça que tu veux 7ème du Giro, pardon, pas de souci. J'étais genre, je regardais, je dis, mais attends, il est pas 7ème. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire, mais après, attention, s'il fait 7ème du Giro, tu peux aussi payer le prix de ce que tu as fait aussi en avril, en mois d'août, et il fait pas non plus une Volta dégueulasse, au contraire, et puis il prend les échappées, toujours aussi offensif. Non, moi, flop, je trouve sévère. Après, voilà, évidemment, c'est pas dans le top. Déception. Je parle pas de flop, je parle de déception. Non, après, moi, sur mes tops, alors après, le problème, c'est que c'est lié après ce que tu voulais aborder sur le Tour d'Espagne de la FDJ par exemple, parce que tu vois, pour moi ils ont déjà réussi leur tour d'Espagne depuis le début, et du coup ce qu'ils font après, alors malheureusement ils ont pas beaucoup de chance, même s'ils prennent les bonnes échappées. Non mais vas-y, on passe directement sur le chapitre français et Groupama FDJ. Ouais, parce qu'en fait évidemment c'est lié, parce que malgré tout, même s'ils ont du mal à performer aujourd'hui, même si tu vois Thibaut Gruel était dans l'échappée qui a été allé au bout, c'était avant-hier, dimanche, mais Gaudu qui remporte cette étape. Enfin moi, David Gaudu quand même c'est lunaire ce coureur, parce que depuis il ne fait plus rien. Bon après il a évidemment il a gagné il a fait son objectif, il a remporté une étape, porté le maillot rouge. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il faut voir quelle étape il remporte et devant qui surtout. Et la manière mais tu surtout vois, de la remporter cette étape. Et tu vois, je parlais tout à l'heure de Yaourt Nature avec Félix Gall, tu vois. Et ça par exemple. Non mais évidemment que, mais tu vois, là c'est presque comment on appelle ça, le liégeois au chocolat, tu vois, c'est pareil, tu vois, là il y avait la chantilly de Godu avec cette petite chantilly par-dessus. Exactement. Oui, bien évidemment. C'est exactement ça. En fait, David Gaudu, t'es en train de nous dire que David Gaudu, c'est notre yaourt liégeois du cyclisme français? Bien sûr. En tout cas, sur ce début de Vuelta, c'est ce qui m'a fait comme impression. Non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que personne n'attendait à ce niveau, moi-même d'ailleurs. Et quand tu vois ce qu'il fait, la manière qu'il le fait et qu'il remporte cette étape, enfin, moi je trouve ça exceptionnel. Et franchement, comme je disais dans le débrief Tour de France, tu sais, on disait, on a les poils qui s'irrissent là quand on voit ce genre de moment avec les quick-step, tu sais, quand ils se parlent avant la victoire de Valentin Paré-Peintre. Là t'as un peu ce moment-là aussi où t'as Gaudu qui nous fait une manœuvre de Formule 1 et qui passe devant les deux meilleurs coureurs du monde en ce moment, peut-être avec Philipsen, Van Der Poel, enfin j'en oublie certainement, mais tu vois, Pedersen et Vingegaard. Et Pedersen et Vingegaard. Et là quand même, tu vois ce qu'il fait, c'est impressionnant. Enfin moi honnêtement, t'as déjà vu ça récemment. Moi, j'ai pas ce souvenir, tu vois, d'une attaque comme ça. La remontée avant le virage, l'intérieur et le sprint pour déposer Mats Pedersen. C'était beau, hein. Parce que, alors qu'on se remette bien cette image de l'arrivée, il y a cette remontée où il remonte de place en place, où il va d'abord cramer Ciccone avant le dernier virage, où à l'intérieur du dernier virage, il passe devant Vingegaard qui veut pas prendre trop de risques, et derrière à l'accélération, au moment où c'est le moment opportun pour Mats Pedersen de lancer son sprint, et là où il doit faire parler sa puissance, c'est là où il crame en puissance Mats Pedersen, mais avec la vitesse qu'il avait dans le virage, finalement il avait 3 dents d'avance au niveau du braquet sur Mats Pedersen pour ensuite relancer, où c'était beaucoup plus facile pour le français, mais la puissance qu'il a dégagée, moi d'ailleurs je me souviens ce que tu me disais de David Gaudu avant la Vuelta, tu dis de toute façon lui je le vois pas, je le vois pas briller. Bon, quand on voit le classement général on se dit qu'il est très loin, mais il a claqué son étape et il a eu le maillot rouge en France. Exactement, parce qu'après derrière il a tout fait pour avoir le maillot rouge aux places, je crois, en passant Vingegaard. Oui. Mais tu vois, il a porté une journée, mais ça maintient ce que je disais de David Gaudu l'année dernière, et je pense
pense que ça se confirme là aussi. Je pense que maintenant c'est terminé pour lui le classement général d'un grand tour, à moins d'une bonne situation, d'un bon moment que tu peux avoir, et donc dans ce cas-là, joue le coup à fond. Mais je trouve que c'est vraiment le type de coureur qui doit remporter des étapes. Et en fait, parce que malgré tout, David Gaudu, par rapport à sa taille, c'est un très bon sprinter. C'est un coureur qui est assez malin, et même quand il est mal, il gagne. Ça arrivait plusieurs fois, et à chaque fois qu'il gagne, il bat pas n'importe qui. Moi, je pense au Dauphiné où il bat Van Aert, là il bat Pedersen. Enfin, tu vois, il avait, je crois, si je dis pas de bêtises, battu Roglic, je crois, sur un Tour du Pays Basque, si je dis pas de bêtises. Oui, alors Roglic avait laissé la victoire, je crois, sur cette étape-là. Ça c'est vrai. Mais voilà. Désolé, Chouchou Gaudu, mais bon. Mais je trouve que voilà, c'est quand même un coureur qui a été quand même mal considéré de manière générale parce qu'il y a eu trop d'attentes sur lui, et je pense qu'il a payé malheureusement. Il a remporté le Tour de l'avenir, David Gaudu. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Forcément, on attendait beaucoup de lui. Mais attention, il a payé aussi peut-être ça comme à lui, à son équipe, mais il a payé également le fait que Thibaut Pinot il était tellement vénéré que derrière. Et puis le travail de 2019 pour Thibaut Pinot, tout le monde s'attendait à ce que derrière le relais soit pris par David Gaudu. Exactement. Et voilà, malheureusement. Bon, voilà. Après, David Gaudu a dit, il a re-signé pour 2 ans chez Groupama FDJ. Ce sont mes 2 dernières saisons en tant que leader. En tout cas, il s'imagine. Oui, mais plus leader, tard. Voilà. Mais leader, ça veut pas dire que tu joues le général tout le temps. Enfin, je veux dire, bien sûr. Ça tu peux aussi gagner des étapes, gagner des courses, et voilà. Ouais. Et après, avoir aussi avec cette nouvelle génération qui arrive dans l'équipe Groupama FDJ, avec, je pense, c'est Brieux-Roland qui a pris la 3e place en échappée lors de cette 2e semaine. Brieux-Roland, il vient tout juste d'avoir 22 ans au mois d'août. Il a remporté le Tour de Lombardie Espoir il y a même pas un an, on se souvient. Ça fait partie de cette nouvelle génération qui arrive, qui ne devrait pas partir, contrairement à Lenny Martinez qui est parti en fin de saison dernière. Il y a Romain Grégoire qui vient de remporter le Tour de Grande-Bretagne. Donc cette nouvelle génération, elle s'affirme aussi. Et c'est très intéressant d'avoir un David Gaudu à côté qui peut en profiter pour briller. Cette équipe Groupama FDJ, la victoire de David Gaudu sauve un petit peu quand même la saison de la Groupama FDJ, parce que pour le coup, ça n'a pas été tout rose, et notamment sur le Tour de France, ils sont passés complètement au travers. Donc ça leur fait du bien quand même, à l'équipe de Marc Madiot. Ouais, c'est clairement ça, et pour moi ça sauve vraiment leur Vuelta, et tu as raison tout à fait, c'est même leur saison, peut-être une partie de leur saison en tout cas. Mais après sur les Français, enfin moi il y a 13 victoires en tout, avec la victoire de Romain Grégoire au général et sur une étape du Tour de Grande-Bretagne. Pour les victoires précédemment en World Tour, on avait eu Romain Grégoire au Tour de Suisse, et puis c'est tout, comme disait Philippe Lucas dans les Guignols à l'époque. Putain, vraiment, on est des boomers à parler des Guignols. Plus personne ne se souvient de qui étaient les Guignols. Quand même, j'espère quand même un peu. On espère, notre public, on l'espère. Non, sinon parmi les déceptions ou ce qu'on attend, je sais pas en fait. Tu parles de qui en français, tu parlais, hein, excuse-moi. Non, on peut parler des deux. Après Decathlon G2R, on en a parlé quand même avec Félix Gall. Alors il y a Brian Cocard aussi qui s'est fait déclasser aussi. Peut-être Brian Cocard qu'on attendait peut-être un peu mieux sur les sprints par rapport à Tu vas en parler des sprints. Il y en a pas eu beaucoup sur la Volta. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est vrai que Philipsen paraissait au-dessus. Pedersen a gagné son étape, donc il est content. Pour résumer, c'est un petit peu ça, hein, en fait. Et non, si on revenait un peu aux Français, je suis un peu déçu par Cofidis aussi. Je les espérais un peu plus offensifs sur cette Vuelta, donc ce serait dans mes déceptions, mais malheureusement ils en sont à 3 abandons déjà, avec Simon Carr, Oliver Knight et Paul Ourselin, donc ils sont plus que 5 en course. Ils doivent prendre des points de partout pour le classement UCI. Ça devient compliqué. J'étais optimiste longtemps, mais là je crois que malheureusement je vais me faire une raison. Je pense que là c'est cramé, c'est foutu, et il faut partie de mes déceptions. Après H2R, hormis Félix Gall, que je mets à part, mais c'est vrai que j'étais un peu déçu parce que beaucoup de fois ils sont les échappés, mais ça joue assez mal le coup. J'étais un petit peu déçu par rapport aux coureurs qu'ils ont, notamment Léo Bizio on avait bien senti autour de Burgos. Je trouve pas si aérien que ça. Et après il apprend aussi, mais c'est vrai que je suis un peu déçu dans le sens où ouais bien sûr, mais en fait la déception est liée par rapport au Tour de Burgos qu'il fait avant, plus que au coureur. Évidemment, s'il est arrivé sans sa performance du Tour de Burgos, j'aurais été moins sévère, mais là par rapport à ce qu'il a fait, je m'attendais à mieux de sa part sur une étape ou deux, quoi. Léo Bizio, il y a un an, il faisait 4e du Tour de l'Avenir. Là cette saison, c'est son premier grand tour, on rappelle, factuellement c'est son premier grand tour. Au jeune français, ancien champion du monde de cyclocross, chez
chez les juniors. Et Léo Bizio, alors ça, il a pris les échappées sur cette fin de deuxième semaine, mais il apprend à découvrir ce que c'est aussi de rouler dans un grand tour, de gérer 3 semaines de course aussi, c'est pas facile pour un gamin de 20 ans. Donc il apprend petit à petit, et au classement général, il est un peu au-delà de la 50e place, il doit être 56e du général, si je me trompe pas. Et c'est bien cela pour Léo Bizio, qui est par exemple derrière un Victor Langelotti, le monégasque de l'équipe Ineos au classement général. Après, dans cette équipe Decathlon AG2R, Bruno Armirail, moi il me fait plaisir. Le Bagnéret, futur joueur, futur coureur de la Visma, il écrase toujours autant les pédales. Il prend les échappées, toutes les échappées qui passent. Allez hop, on a du Bruno Armirail dedans. Il visait pourquoi pas un maillot rouge, mais il n'a pas eu trop le bon de sortie sur la fin de deuxième semaine. Oui, mais il aurait pu l'avoir, mais malheureusement il a été battu par Thorsten Tren, donc c'est ça aussi pour Bruno Armirail. En effet. Et puis après, on a quand même derrière un Stone Mittet, par exemple, qui prend les échappées. Donc on a une Decathlon AG2R qui, derrière Félix Gall, mine de rien, se montre offensive et va chercher les échappées. Et au classement, alors je crois que c'est le classement par équipe où ils doivent être 3e derrière les mastodontes, UAE et Visma Leaseback. Non, ils sont 4e parce que Red Bull est passé justement devant Decathlon au terme de cette étape de fin de deuxième semaine avec les échappées. Ouais, tout à fait. C'est vrai que... Mais non, je suis d'accord avec toi sur ça. Bon, une déception peut-être, on doit parler des Français. Arcabin Biotel, les 2 Espagnols, Christian Rodriguez, Raúl García Pernal, abandonné. Là, c'est dur pour eux parce que pour le coup, Christian Rodriguez et Raúl García Pernal faisaient une très bonne Vuelta, et les 2 qui abandonnent, c'est les 2 meilleurs coureurs, donc c'est un peu dur pour eux, je trouve. C'est un peu sévère, mais voilà, on sait que l'enjeu se joue ailleurs pour eux et pour essayer de sauver l'équipe. Et les dernières rumeurs, évidemment, qu'on apprend, c'est qu'il y a plus beaucoup d'options. En tout cas, Emmanuel Hubert a annoncé qu'il y avait plus qu'une option. Et alors, selon, je crois que c'est Benson, c'est ça sur Twitter, mais en tout cas, qui est souvent bien informé au niveau des transferts. Je crois que c'est lui qui a dit que visiblement ce serait une union Visit Rwanda et Qatar qui pourrait reprendre l'équipe. Alors après, attention, on parle d'une rumeur, mais voilà, c'est un peu la dernière option peut-être de Emmanuel Hubert, en espérant que ça fonctionne, parce que malheureusement, voilà, pour l'équipe Arkea, c'est un peu la dernière chance, sinon c'est la clé sous la porte, et ce serait vraiment dommage pour le cyclisme français et pour les coureurs qui la composent. Et on se souvient que Emmanuel Hubert avait donné la fin du Tour de France Femmes comme date limite. On est un mois plus tard, la fin du Tour de France Femmes et la victoire de Pauline Ferrand-Prévot, on le rappelle. Et on n'a toujours pas de sponsor qui a signé. Que dans une dizaine de jours, 2 semaines, on a le championnat du monde au Rwanda qui vont arriver. Peut-être qu'il y aura un effet d'annonce autour de ce championnat du monde au Rwanda. Et qu'en attendant, Emmanuel Hubert ne veut pas recréer l'erreur qu'avait fait Jérôme Pinot à l'époque en laissant dans l'expectative les coureurs et le staff pour ensuite retrouver du taf ailleurs. Oui, effectivement, mais malgré tout, il y a quelque chose qui me rend un peu optimiste. Mais bon, visiblement, en ce moment, je me plante dans beaucoup de choses, donc j'espère que je ne reporte pas la poisse. Mais la seule chose qui me rend optimiste, c'est que, exactement, c'est Kevin Vauquelin qui n'a signé pour l'instant nulle part. Et je me dis qu'un coureur comme ça qui a signé nulle part, c'est que soit il a un accord, on va dire, tacite avec Emmanuel Hubert pour dire si tu trouves quelque chose, je te suis, ou alors que le projet est ambitieux. Enfin bref, en tout cas, pour l'instant, lui, il n'est pas encore parti. Donc c'est peut-être aussi un signe que le projet est encore en vie, même si on n'en connaît pas encore les contours. En effet, bon, je pense que sinon, mis à part ça, on a bien parlé de ce Tour d'Espagne après 2 semaines de course. Le pauvre Mikel Landa qui est 32e du général, je tombe sur lui. Bon, voilà, en même temps, il se remet tout juste après sa chute sur le Giro. On en a parlé, on fera un débrief de la Vuelta après cette course qui se termine dans une semaine. Alors le samedi ou le dimanche, on verra bien, tout simplement. Et en tout cas, FP, alors on va se dire... Bonne soirée, bonjour, bonsoir à toutes et à tous quand vous nous écoutez. On vient d'en parler pendant 3 quarts d'heure de cette Vuelta. Profitez bien de cette dernière semaine. Mais dans quelques heures à peine, la sortie du podcast débrief Tour de l'avenir. Bon, alors oui, on arrive 10 jours après la fin du Tour de l'avenir. Ne nous en voulez pas, mais il fallait qu'on parle quand même de Paul Sexas et du dossier Paul Sexas sur ce qu'on a vu sur la semaine de course. FP, en attendant, on rappelle les plateformes où on est.
Oui, donc sur Podcast Addict, sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer. Donc merci beaucoup. Toujours, vous avez envoyé plein de commentaires depuis le Tour de France, même plein de likes. On a eu des messages de remerciements et tout. Donc vraiment, merci beaucoup de votre part. Et puis surtout, n'hésitez pas encore à commenter la Vuelta également, à noter si ça vous plaît, 5 étoiles. Et puis voilà, ça nous aide pour le référencement. N'hésitez pas non plus sur YouTube à commenter. Guillaume se fera un plaisir de vous répondre, comme toujours. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker. Voilà, exactement. À liker non plus la page de Vélo Podcast, ce serait super pour nous et donc on vous en remercie. Un grand merci à toutes et à tous. Alors c'est la fin du podcast de la Vuelta, mais dans quelques heures à peine, on parle de Paul Sexas. Alors à très vite dans Vélo Podcast. Ciao ciao. Ciao à tous.